Nous sommes en direct dans le monde. Joya, il va parler. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Et je suis très très contente en fait de pouvoir présenter ce livre avec Jeff ici présent. Et en fait, ce petit livre, il est arrivé un peu comme une surprise, en fait, un cadeau. Et voilà, ça fait des années qu'avec David, on s'intéresse à l'enseignement de Gurdjieff. Et comme ça, en rigolant, on se dit, ce serait bien de publier une fois quelque chose sur le sujet. Et puis voilà, comme ça, d'une façon très inattendue, ce texte est arrivé. Donc c'est une co-édition, Maelstrom et les Porte 7, dont Jeff est responsable. Et donc en fait c'est une conférence qui a été donnée par Henri Tracol, qui était un élève de Gurdjieff et qui a fréquenté en fait ces réunions pendant 8-9 ans et qui a traduit ses œuvres avec Madame de Salzman. Et donc ça c'est une conférence qui en fait a été déjà publiée, entre autres aussi dans une édition augmentée des éditions éoliennes qu'on connaît bien, qu'on a ici. Là, ça c'est l'éolienne. Ouais, ça c'est les éditions éoliennes. Mais donc c'était épuisé. Et donc c'est Jeff qui a décidé de les rééditer. Et est-ce que tu veux nous raconter un peu comment tu as reçu en fait ces textes En fait, j'ai pas décidé de rééditer parce que j'ai ce texte-là depuis une vingtaine d'années. Comme je l'exprime rapidement, mon maître de sabre était, les parents étaient avec Ouspensky aux États-Unis. Donc lui, il a grandi avec eux. Et quand on s'est rencontrés au début des années 80 sur le plan des arts martiaux, puisque lui était déjà un petit peu plus vieux que moi, donc on a tout de suite sympathisé par la pratique, par l'entraînement. Il a sorti un livre en 1983, et dans la préface, donc à l'époque j'avais juste lu la préface comme ça, donc j'avais 23 ans, ça m'a pas plus attiré que ça en fait. Ce qui comptait, c'était mon maître d'aïkido qui faisait la préface et mon maître de sabre qui sortait un livre avec les premiers mouvements essentiels pour l'étude du sabre japonais de l'école que je pratique. Et puis quelques années plus tard, donc avec mon maître de sabre, on s'est très vite entendu par l'entraînement en fait. Donc il observait un peu comment je fonctionnais et il y avait des choses qui l'attiraient chez moi, comme moi j'étais attiré par sa méthode d'enseignement en fait. Et quelques années plus tard, j'ai compris que sa méthode d'enseignement était fortement influencée par le travail de Gurdjieff et d'Ouspensky et de son éducation depuis l'enfance en fait. Donc de temps en temps, on discutait de choses et d'autres. Un jour, dans mes débuts, quand j'ai rencontré le travail, je lui dis tu pourrais pas me parler du rappel de soi? Ça a été une des premières questions. Je lui dis mais il va peut-être m'expliquer lui ce que c'est que le rappel de soi, puisque je lis ça, j'ai lu ça dans les fragments d'un enseignement inconnu de M. Ouspensky. Et bon, c'était une occasion de lui poser des questions. Moi, je pose jamais de questions. Mais celle-là, elle me dit Tiki, tu peux pas me dire, tu peux me parler des rappels de soi? Et puis il m'a regardé avec des yeux comme ça, là, lumineux. Et il avait une moustache comme celle de M. Gurdjieff à l'époque. Et puis il dit ok. Et puis voilà, ça s'arrête. Puis on va à l'entraînement et il m'a jamais répondu. En fait, depuis, il m'a jamais répondu. Mais depuis qu'on se connaît, il fait que me répondre. Donc ça fait presque 40 ans qu'on travaille ensemble et depuis, il me répond. C'est-à-dire que tous les événements, à chaque fois qu'on est ensemble, quand je suis devenu son assistant, quand j'entraînais, quand j'étais à sa place devant les élèves pour diriger l'entraînement, lui diriger un autre cours à côté, etc. Donc il avait toujours quelque chose qui venait, où il m'engueulait, où il me disait jamais c'est bien en fait. Toujours, il faudrait peut-être que tu travailles pour les autres maintenant. Arrête de travailler pour toi. Un jour il me dit ça, j'étais tout feu, tout flamme avec ma jeunesse, et puis je dirigeais les gars, allez, 1, 2, 3, on faisait les katas, puis il s'approche et il me dit, mais
Il dit oui, il faudrait peut-être que tu travailles pour les autres. Parce qu'il voyait que je m'entraînais en fait, que j'étais en train de m'entraîner moi-même, et que j'amenais les gens dans mon feu là. Il m'a dit non, ça voulait dire tu dois être généreux avec eux. Pour toi ça suffit. Tu vois, donc c'était des anecdotes comme ça, mais tout le temps c'était, d'autres pourraient penser que c'était des reproches, mais c'était toujours dans l'idée de découvrir quelque chose. Et un jour, il me donne ce petit document là que j'ai à la maison, qui a été la source de ce petit livre. Il me dit tiens Jaf, j'ai ça pour toi. J'ai trouvé ça dans mes archives et tout, ça devrait t'intéresser. Je regarde. L'éveil à la pratique du rappel de soi par Henri Tracol. Ah, je dis ah ouais, super. Bon, et je remets ça à la maison. La copie est déjà toute jaunie avec un double écrit, le titre écrit en feutre et tout, je reconnais son écriture. Bon, il ne m'a même pas dit d'où ça venait ou quoi que ce soit, il me dit tiens, j'ai trouvé ça. Voilà. Et j'ai lu, je dis ah, c'est chouette. Je dis ça c'est bien ça. Et puis je l'ai reposé en fait. J'ai relu peut-être une fois ou deux comme ça, mais une fois que j'avais lu ce truc-là, j'avais de nouveau une vision de tout ce qu'on avait fait ensemble. Et puis de tout ce que j'avais appris en lisant les fragments, en lisant toute la série de Gurdjieff, les Belzébuth, La vie n'est réelle que lorsque je suis, Rencontre avec les hommes remarquables, avec lequel j'ai bien percuté aussi très très vite. Et puis le dernier, Gurdjieff parle à ses élèves, etc. Donc où il y avait tout un condensé de choses. Et puis, reste l'année dernière, ouais, l'année dernière. Quand est-ce que je t'en ai parlé la première fois? Je sais plus. 1 an et demi. Ouais, l'année dernière. Moi, j'ai créé une masterclass à Rennes, avec mes élèves avancés, surtout les jeunes. Et à chaque fois, je leur ai offert quelque chose d'important pour moi. Donc, la chose la plus importante pour moi dans la littérature, on va dire, c'est L'homme et son évolution possible, numéro 1. Je leur ai dit, moi, ça m'a servi, je vous le donne. Donc, j'ai acheté à chacun. Après, je leur ai offert les fragments, j'en ai acheté un pour chacun. Et après, je leur ai offert Krishnamurti, Se libérer du connu, pour faire une bonne petite synthèse de qu'est-ce que c'est que le travail sur soi. Okay. Et j'avais l'idée de leur copier ce petit document et de leur offrir de nouveau. Et puis comme j'ai commencé à faire un petit peu d'édition de mon côté, je dis à David, je dis tiens, j'ai ça, je lui envoie, je dis tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce qu'on pourrait le publier? Bon, il me dit, je lui fais une copie à Nadejda aussi, comme ça, elle va lire ça aussi, parce que ça a l'air pas mal. Et puis hop, on laisse tomber. Et puis petit à petit, je me dis, mais ça serait quand même bien, ça commençait à me chatouiller en fait. Je dis, mais il y a quelque chose à faire avec ce truc-là. Et un jour, donc là maintenant on est déjà en début de l'année, là, c'était quoi? Ouais, on en a reparlé en mars, quand je suis venu là faire ma petite résidence d'éditeur. Je dis, bon, ouais, on pourrait faire quelque chose de ça, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, oui, t'as qu'à le faire. Je dis, oui, mais moi je veux pas le faire, j'ai pas assez de dimension de distribution non plus. Je fais une petite maison d'édition juste pour rendre service. Et puis je dis, mais est-ce qu'il y a des ayants droit? Est-ce que quelqu'un a les droits pour ce texte-là? Il n'y a rien de marqué sur mon texte, sur la copie que j'avais, c'était juste, il y avait un imprimeur, mais il n'y avait pas d'éditeur. Donc j'ai considéré que c'était comme beaucoup de choses qui circulaient à l'époque, il y avait de la transcription et ça se distribuait qu'entre les élèves, que dans les groupes de travail. Alors, il me dit, fais-le, c'est pas grave. Je dis non, je ne veux pas le faire si j'ai pas la certitude qu'on a des droits pour ça. Et juste avant le marché de la poésie, du mois de juin, mon maître de salle qui m'appelle pour un truc qu'on devait faire ce mois-ci. Et puis je dis, ça tombe bien, parce que je voulais te parler d'un truc. Tu te rappelles le bouquin, la petite truc que tu m'as donné, ça fait pas mal de temps. Est-ce qu'il y a des ayants droit là-dessus? Est-ce que tu te rappelles de M. Tracol? Est-ce qu'il a de la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose? J'avais pas du tout commencé à chercher quoi que ce soit, puisque je voulais juste parler à ceux que je connaissais, en fait, au fur et à mesure. Il me dit, tu sais, c'est des trucs que j'ai depuis longtemps, mais tu sais, il n'y a rien de vraiment officiel, etc. Il me dit, t'as qu'à le faire, ou tu cherches, comme d'habitude. Si tu cherches, trouve toi-même les éléments. Je dis, oui, je vais commencer à le chercher, parce que là, je pense qu'il faudrait que je fasse quelque chose avec ça. Que ça me chatouille. Au moins, maintenant que j'ai la capacité de faire des beaux livres,
et ben, au moins d'en faire une petite quantité et de pouvoir l'offrir à mes élèves au minimum. Okay, et là-dessus, je pianote et je trouve le CERCH, qui est le Centre d'études et recherche sur la connaissance de l'homme, association créée par M. Henri Pacol il y a pas mal d'années. Je regarde, pas d'adresse, rien, fiche contact, j'écris. Je dis voilà, je suis fragile, je fais ceci, cela. J'ai tel texte, pas d'éditeur, c'est une vieille copie. Bon, est-ce que je peux faire quelque chose de ça? Est-ce que quelqu'un a des droits? Est-ce que vous pouvez me renseigner? Voilà mon ambition. Donc ces personnes-là me répondent très gentiment dans les 3 jours, donc j'étais très content. Et me disent, bon ben voilà, nous sommes contents que le travail se diffuse, que les choses existent toujours. Et puis voilà, vu ce que vous nous expliquez, ben on vous donne les droits, vous pouvez publier ce truc. J'ai jubilé. J'ai dit, c'est pas possible. Après tant d'années, tout d'un coup, quand tout était là, quoi, tout se manifestait, c'était bien. Et j'allais au marché de la poésie, fin de semaine, et je dis à David, j'ai reçu un truc, je dis ça. Il dit, ah bah, il dit, vas-y, fais-le. Ben, je dis oui, mais bon, voilà, comment on va faire ça, quoi. Voilà, puis au fur et à mesure, ben, on en est arrivé là. Donc je l'ai envoyé la maquette à mon... Donc comment ça s'appelle, la copie que j'avais, donc j'ai scanné avec mon téléphone. J'ai pris les photos de chaque page, et puis après, j'ai essayé de bidouiller, PDF, trucs, Word, j'ai eu un gros boulot de remise en page, de relecture, plus ou moins, parce que c'était des images que j'avais fait, donc avec mes petits moyens. Et après, j'ai envoyé le texte à mon ami graphiste qui s'occupe de la maison d'édition avec moi. Je lui ai dit, bah, mets-moi ça en page, on va voir ce que ça donne, etc. Et il a commencé tout de suite à faire les couvertures, il travaille très très vite. Et il m'a fait des propositions, après on était ici au festival, et je sentais aussi qu'il fallait que je fasse quelque chose de très personnel avec cette lecture. C'est que je voulais aussi expliquer pourquoi ça me tenait à cœur, moi, en fait, ce truc-là, et pourquoi aujourd'hui, en tant que petit éditeur, j'avais envie de le faire. Donc j'ai écrit la préface. J'ai écrit un texte pour présenter, bon, qui est devenu la préface. J'en étais au balbutiement, on était avec Michel à discuter pendant le festival, je lui fais lire, je lui dis qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est juste, pas juste, est-ce que ça peut attirer? Et puis voilà, après j'ai montré à David, on a cheminé avec ça. Et puis notre dernier rendez-vous de fin de festival avec David, on discute, je dis mais ça serait bien qu'on le publie ensemble, ou ça te plairait? Et puis David il dit bah oui. Je dis bon bah alors top là. Et voilà, puis on a fait cette coédition, on a œuvré jusqu'à ce final, et ça tombait bien aussi par rapport au projet que tu avais aussi de stage. Et en fait, oui, dans les titres, donc le titre c'est l'éveil et la pratique du rappel des soi, et donc il y a ou l'esprit des Bouddhas. Voilà, ça c'est ma petite marque personnelle. Une fois que j'ai écrit cette préface, ce texte-là qui est devenu la préface, c'était évident qu'il fallait que, pour pouvoir aussi communiquer avec mes amis du boulot, en fait, plein de gens qui travaillent avec moi, ou plein de gens qui ne travaillent pas avec moi non plus, plein de gens qui m'aiment, plein de gens qui me haïssent, mais je voulais qu'ils lisent ce truc. C'est important. Donc j'ai sous-titré l'esprit du boulot pour leur dire, hey, ça c'est pour nous aussi, parce que c'est ce qui a fait tout mon travail de boulot depuis 40 ans. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, selon toi, l'esprit du Bouddha et le rappel des soi, ils sont proches? Ouais. C'est même pas proche, c'est la même chose. Ils sont tellement proches qu'ils sont fusionnels. Le Bouddha, c'est assez simple. Je pense que je peux répondre en 2 secondes. On vit, on meurt. Voilà. C'est-à-dire que le Budo, c'est quand même, l'origine, c'est les Bujutsu, donc c'est les techniques de guerre, donc c'est les arts de combat, donc le terme vient plutôt du Japon, en termes de Budo. Donc Do, c'est la voix. Avant, on nommait tous les arts guerriers depuis le 16e, 17e siècle de l'ère féodale japonaise. Ils les appelaient les Kobudo, les Bujutsu, etc. Mais il n'y avait pas le terme de voix. Le terme de voix, qui est Do, est apparu fin du 19e à peu près. Très concrètement, ça commençait à prendre forme parce que le Japon n'était plus en guerre civile. En fait. C'était devenu...
une ère de paix qui a duré plus de 250 ans, qui a fait que les guerriers d'autrefois, ce qu'on appelait les samouraïs, ne pouvaient plus s'entretuer entre eux. Donc on leur a dit il faut cultiver l'art et l'art guerrier en même temps. Donc c'est comme ça que les Budo sont apparus. L'idée de Budo, c'est de développement personnel, de travail sur soi, de se cultiver, d'être élégant, raffiné, humble, heureux, joyeux, serviable, etc. Tout ce qui constitue, tout ce qu'un être humain peut porter en tant que valeur, en fait. Donc c'est pour ça que le rappel de soi, ça commence aussi là. C'est-à-dire qu'on va à la guerre, on va peut-être pas revenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Comment on s'y prépare? Est-ce que je fais attention à ma tenue? Est-ce que je fais attention avec qui je vais? Est-ce que mes armes sont bien affûtées, pour parler des sabreurs? Est-ce que est-ce que c'est bien organisé? On va pas comme ça, en fait. Donc il y a une prise de conscience sur le fait de vivre et de mourir peut-être le lendemain, et peut-être de jamais revenir. Et si on revient, qu'est-ce qui va se passer après? Okay. Donc tout le sens du rappel de soi pour moi, c'était la vie du guerrier. En fait. C'est l'esprit du guerrier. C'est-à-dire qu'à aucun moment on s'oublie, et tout le temps, chaque moment que l'on a de vie, il faut le vivre correctement. Donc dans la période de Tokugawa, ce qu'on appelle la période de Tokugawa, les shoguns Tokugawa qui ont maîtrisé le Japon pendant plus de siècles et demi, c'est ce que ces personnes-là sont devenues. Ils sont devenus des gens raffinés, mais en même temps des connards, hein, bien sûr, il y avait de tout. Mais quand certaines personnes pouvaient rentrer dans cet esprit de Budo, ça faisait quand même des personnes dont on se rappelle encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que moi j'ai été aussi attiré par le Budo, dans l'idée de vieillir avec, de faire quelque chose pour ma vie, en fait. En bref, déjà. Et moi, quand j'ai lu ce texte, je l'ai trouvé très simple, en fait, et très clair en même temps. C'est pour ça que j'ai tout de suite aimé. Ouais. Et déjà, ça décrit un peu, vu qu'il a connu Gurdjieff, ça parle un peu de ses rencontres, ça parle de l'homme, mais surtout, ça parle du maître du rôle du maître. Ouais, ouais. Et j'aime bien en fait parce que c'est vrai qu'il explique aussi que le rôle du maître en Occident, il est un peu mal compris en fait. Ouais. Et je me demandais, vu que toi aussi tu es maître et tu as des élèves, voilà, qu'est-ce que pour toi en fait Qu'est-ce que pour moi le maître? Ouais, qu'est-ce que pour toi en fait, le maître? C'est pas des questions faciles. Non, mais c'est des questions très simples. C'est les réponses qui sont compliquées. C'est-à-dire que c'est tellement riche d'événements, en fait. Oui. C'est-à-dire que dans le... C'est-à-dire quand j'essaie de me rappeler aussi les choses lointaines, en fait. Chaque personne avec qui on peut apprendre quelque chose, pour moi, c'est un maître. C'est-à-dire dès que quelqu'un a une connaissance que moi je n'ai pas, et que je peux observer chez lui qu'il en a la maîtrise ou l'expertise, etc., si ça m'intéresse, je vais essayer d'apprendre. Donc c'est moi qui fais la démarche d'apprentissage. Okay. Dans ces cas-là, je fais de lui mon maître, à tous les niveaux. Donc j'en ai plein. J'ai plein de maîtres, mais tout le monde ne peut pas être mon maître. Et ça a été à un moment donné cette équation-là. Je dis, mais moi, je peux apprendre de tout le monde, mais tout le monde ne peut pas m'apprendre à moi, au bout d'un moment. Donc, tout d'un coup, ça a élevé le curseur de ceux avec qui j'avais envie d'apprendre et qui étaient assez forts humainement pour m'apprendre. Dans lequel il y avait une confiance réciproquement acceptée. Alors que je fais de Romario mon maître, il ne le sait pas. Je fais de Nadejda ma maîtresse, David ne le sait pas. Vous voyez, c'est même compliqué. Parce que le maître est au masculin. Et la maîtresse, c'est pas celle qu'on pense. Donc c'est un peu difficile. Donc pour moi, j'ai eu beaucoup de maîtres. Mon frère, c'est mon maître depuis que je suis aussi tout petit, en fait. Et depuis,
j'ai toujours une référence d'être avec lui, même quand on ne se voit pas, on est toujours ensemble. On se voit, c'est comme si on était hier, on a cheminé chacun de notre côté dans nos voies, mais quand on se rencontre, je deviens le petit frère. Donc, avec mes maîtres, c'est ce qui se passe aussi. C'est-à-dire, quand je suis avec mes maîtres, je redeviens l'assistant. Ils savent que j'ai ma dimension de maîtrise aussi, mais je garde toujours ma place parce que je sais qu'ils ont toujours cette puissance de m'amener quelque part par le fait que j'ai accepté, je leur ai donné cette confiance pour la vie en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de déni, il n'y a pas de rupture. Si eux, ils rompent avec moi, moi, je ne romps pas avec eux. Okay, ça peut arriver, en fait, mais ce n'est pas arrivé. Mais avec tout un chacun, bon, pour moi, chaque fois que quelqu'un peut m'apprendre quelque chose, c'est le maître. Donc, c'est ce que je décide. Les élèves avec qui je travaille, ils m'ont placé dans cette position-là. À un moment donné, ils m'ont mis dans cette position. Au début, j'étais un petit peu interpellé, et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais bon, il n'y a pas de raison que je sois interpellé, puisque moi, j'ai fait la même chose avec mes maîtres. Donc, ça veut dire qu'ils me placent là, en tant que, avec la même référence que moi, j'ai vis-à-vis de mes maîtres. Et ça a amalgamé un certain nombre de personnes, d'humains, et dans le monde entier, dans plein de pays, on va dire, pas le monde entier, mais dans plein de pays, et on s'est rencontrés justement par, clac, cette petite étincelle qui fait qu'il y en a un qui dit « Ah, apprends-moi ». Et donc à chaque fois, le maître, c'est l'autre, c'est plutôt souvent c'est l'élève qui le décide de faire de quelqu'un son maître. Et si cette personne-là est déjà un maître quelque part, s'il prend la responsabilité, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et c'est là le plus dramatique, c'est là le plus difficile. D'accord. Et en fait, ici, il en parle aussi de cette relation qu'il y a entre le maître et les disciples. Et que, en fait, les disciples, il a besoin du maître autant que le maître a besoin du disciple. Donc, c'est vraiment une relation à deux, oui. les deux directions. Il y a un truc, il y a une alchimie qui se met en place et voilà, et les deux apparaissent en fait. Il y a des fois, certains disent bon, le maître vient quand l'élève est prêt. Donc ça, c'est une phrase qui est stupide. mais en même temps, elle est géniale aussi. Donc, qui c'est le maître, qui c'est l'élève? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, qui c'est le maître, qui c'est l'élève? C'est-à-dire que moi j'étais prêt, d'accord? Donc, mes élèves ont fait de moi leur maître. Mais j'étais prêt, parce que j'étais déjà en relation. J'étais déjà dans une relation avec mes maîtres. Donc, je ne pouvais qu'accepter ce positionnement dans la chaîne de transmission de nos disciplines, de nos arts. Et comme ça va au-delà de l'art lui-même, au-delà de la pratique elle-même, c'est-à-dire que de moment, il y a une relation humaine fusionnelle, une relation intime, parce que entre nous, on se transforme en fait. La présence et le travail ensemble nous transforment et nous emmènent dans des endroits, dans un état d'esprit que personne ne connaît. Et à chaque fois, ça reste personnel. La dimension avec quelqu'un, avec un maître, ça reste personnel. C'est-à-dire que je peux avoir une relation avec Romario et avec mon frère ou avec toi, mais c'est toujours personnel. C'est-à-dire que je ne suis pas le maître de tout le monde, ou mes maîtres ne sont pas les maîtres de tout le monde. Tu vois, c'est un peu compliqué à dire, mais donc c'est toujours une relation directe. Un maître, un élève et vice-versa. Sinon, il n'y a pas de... Sinon, il n'y a pas de... Je ne sais pas ce que dire qu'il n'y a pas. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il n'y a pas en fait? Il y a quelque chose qui n'existe pas. S'il n'y a pas cette double fusion, et qui fait quoi? Qui fait qui? Moi, j'ai accepté d'être toujours l'élève de mes maîtres. J'ai 63 ans aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que je dure. Et il y en a qui me disent, mais Jaf, t'apprends toujours? Je dis oui, tant que mes maîtres sont vivants, j'apprends toujours d'eux. Et tant que vous êtes là avec moi, j'apprendrai toujours de vous. Donc, tout va bien. Mais à chaque fois que j'ai un maître qui a disparu, j'avais déjà pris sur moi de m'éloigner à une certaine période. Je me dis, bon, tiens, il est temps maintenant que je n'aille plus le voir aussi souvent. Donc, je lui ai dit, bon, on se reverra un de ces quatre, mais là, j'ai besoin de prendre du large, parce qu'il faut digérer. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on prend, et à un moment donné, il faut digérer. Qu'est-ce qui est soi?
qu'est-ce qui m'appartient? Dans cette discipline-là, je dis, mais qu'est-ce qui m'appartient moi maintenant? Qu'est-ce que j'ai compris? Est-ce qu'à chaque fois que je suis avec mes élèves, je leur parle de mon maître? Mais ça commençait à les faire chier. Il me dit, mais non, déjà, c'est avec toi qu'on veut travailler. Nous, les autres, on s'en fout. Donc, quand quelqu'un te dit ça, tu dis, mais attendez, mais il est toujours vivant, lui. Il dit, oui, non, mais ça, c'est ton maître à toi. Nous, c'est toi. Donc, ça m'a mis aussi face à des responsabilités que je n'imaginais même pas. Donc, ouais, l'idée du maître, aussi, comme tu disais, en Occident, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Et oui, une des choses aussi qui dit dans ces livres, c'est que, en fait, un des buts du maître, en fait, c'est de t'entraîner à dépasser de lui. Donc, à un moment, ce que tu dis, ça fait du sens. Donc, c'est normal aussi parfois d'avoir besoin de s'éloigner pour se retrouver. Mais voilà, ça ne signifie pas forcément qu'on coupe, non? Non, ouais, exactement, on ne coupe pas. En revanche, je ne sais plus s'il dit ça comme ça, mais l'idée, c'est pas de dépasser le maître. Non. Mais le maître ne doit jamais se laisser dépasser non plus. C'est-à-dire que si on a cette ambition de dépasser le maître, on a coupé en fait. On a coupé la relation en fait. C'est-à-dire tout d'un coup, on ne peut pas continuer tout seul. C'est-à-dire que c'est impossible de dire bon maintenant je coupe avec le maître et je fais ce que je veux. C'est pas très juste. On ne peut pas dépasser le maître dans le sens sportif ou compétitif ou etc. L'expérience du maître, elle restera toujours l'expérience de celui qui est avant ou même qui est né avant, puisque dans les termes japonais on dit le senpai. C'est celui qui est né avant ou qui était là avant. C'est celui qui te devance dans n'importe quelle pratique. Les Japonais, ils ont quelque chose de très très bien et en même temps c'est horrible parce qu'il y a des abus. C'est-à-dire vous arrivez dans un dojo, vous avez un qui était là le jour d'avant vous, il est votre aîné. C'est terrible, hein? Parce que quand l'autre il le sait, il vous fait chier. Et si vous le dépassez, on va dire, en termes de travail, en termes de technique, en termes de compréhension, en termes de dimension, que lui, il n'a rien fait, mais il est venu, à chaque fois, il vient, il dit bonjour, il s'entraîne un peu, il suit un peu, il part. Mais à chaque fois qu'il vient, vous lui devez le respect parce qu'il était là avant vous. Alors qu'il n'a pas travaillé de sa vie. Il ne s'est pas élevé au travers de la discipline, mais il est l'aîné. Donc c'est quelque chose d'établi culturellement, socialement, et on peut pas sortir de ça. Il faut s'éloigner. Il faut absolument s'éloigner pour ne plus rencontrer cette personne-là. D'accord. En même temps, ça fait travailler sur son propre ego. Non? Voilà, c'est ça. Donc ça a cette richesse-là, c'est de ne jamais considérer de la mauvaise manière, en fait. Dire, bon, bah, il est là avant, de toute façon, une fois qu'on a compris l'aspect culturel et social, on fait avec. Et on devient un peu rusé, en fait. On devient un peu rusé dans le sens, on dit, bon, bah, lui, à partir du moment où j'arrive, j'ai dit, ah, ok, et il est content. Et puis nous, on s'humilie, mais lui, il est content. Puis après, il te laisse tranquille. Et il faut l'accepter. Il y a des codes. Ouais, c'est des codes. Donc lui aussi, c'est le maître. Lui, c'est on peut l'appeler le petit maître, celui qui tout le temps te fait du remue-ménage là-dedans et qui dit ah, putain, il fait chier, il est encore là. Merde, il faut que je lui dise bonjour. Merde, il faut que je le salue. Ah, zut, il faut que je lui amène le thé. Ah, ouais, sucre, sans sucre. Et puis il va te dire, ah, non, pas bien assez de sucre. Et ceci et cela. Ah, bah tiens, je vais aller aux toilettes. Ah, bah non, c'est moi d'abord. Donc tu es obligé d'attendre. Et puis il peut sortir, il dit, ah, j'ai pas réussi à nettoyer, j'ai pas pu nettoyer, tu le feras à ma place. Et toutes ces choses-là, en fait, tout ça, ça existe. En fait. Donc dans la relation de travail dans un groupe, quel qu'il soit, et ben, toutes ces choses-là sont à considérer si on veut apprendre sur soi. C'est-à-dire qu'il faut faire les toilettes en premier, il faut ranger, il faut balayer, et si vous êtes le maître, vous devez le faire le premier. C'est-à-dire que le maître, s'il ne le fait pas, il n'y a pas d'exemplarité. Comment moi je peux apprendre à nettoyer les toilettes si mon maître ne me montre pas? Une fois qu'il t'a montré, il dit bon maintenant à toi. Et tu n'as pas besoin de lui dire, bah, refaites-moi demain. Il dit, je te l'ai montré une fois, maintenant, t'apprends. Parce que je te l'ai montré avec maîtrise. Donc maintenant, tant que tu n'as pas atteint un certain degré, je ne te remontre pas le degré suivant. Tu vois, c'est toujours, il y a toujours une graduation. Une graduation dans l'apprentissage par l'expérience. Donc la différence entre
ce que je réfléchissais récemment, la différence entre le travail avec M. Gurdjieff, l'enseignement de M. Gurdjieff à l'origine, ou ceux qui l'ont découvert, quand il a commencé à vouloir diffuser son travail, et le boulot, on part de côté opposé en fait. Nous, on est dans la pratique, dès le premier jour. On est dans la pratique, c'est le corps en priorité. Après, on discute. Et donc, avec mon maître de sabre, et même avec tous les maîtres que j'ai eus, mais c'est toujours ta gueule et bosse. Pose pas de questions. Je t'ai déjà répondu avec ma démonstration. Donc maintenant, tu t'entraînes, tu fais. Et ça me rappelle aussi quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je posais beaucoup de questions. C'est pour ça qu'après, je ne pose plus beaucoup de questions. En fait, j'ai appris à m'arrêter de poser des questions. Parce que ça voulait dire, observe et apprends. Arrête de poser des questions. Regarde, je te montre, je le fais. Donc maintenant, tu as vu, eh ben, tu continues. Et si tu me poses une question, il faudra qu'elle soit assez pertinente pour que je puisse te donner la chose suivante que tu n'as jamais vue de moi. Dans ces cas-là, je vais te remontrer et tu vas apprendre. Et tu vas continuer ton apprentissage. Alors qu'avec donc ça part du corps en fait. Ça part du corps, on va dire le corps physique parce qu'on est en mouvement, mais c'est quand même sur le plan émotionnel, c'est terrible. Et sur le plan de la compréhension intellectuelle, c'est aussi, on est loin quand on est un petit garçon. Et le travail avec M. Gurdjieff, quand il est apparu, de ce que je me rappelle, par les contes de Ouspensky, c'est que c'est d'abord passé par l'intellect en fait. Il dit voilà, on peut faire ça, on peut devenir ça. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, Et une fois que les gens ont accepté que quelque chose, ils pouvaient devenir des êtres différents, comme on dit, eh ben, ils se sont attelés au travail. Après, il leur a donné le travail. Mais s'il leur avait donné le travail avant, ils ne seraient pas restés. Mais je me dis que ça, c'est parce que c'est un Occident, non? Que l'être humain a vraiment je pense que c'était aussi parce que c'était l'Occident. De comprendre les choses avec l'intellect avant. Ouais, et aussi de rencontrer des adultes. De rencontrer tout de suite un monde d'adultes. Pas des jeunes, en fait, pas des enfants. C'est-à-dire, quand tu pars de ton enfance avec ce travail-là, tu arrives quelque part, tu vas y aller, tu vas continuer. Mais l'adulte, lui, oui, c'est ça, il faut qu'il comprenne, il faut qu'on lui dise pourquoi il ferait ça et à quoi ça va lui servir. Il faut qu'il ait un bénéfice. Nous, on a travaillé sans bénéfice. On en a tiré beaucoup de profit. C'est-à-dire que la pratique du Budo, pour revenir à ça, ça a toujours été comme ça pour moi, même depuis mon plus jeune âge. Depuis mon plus jeune âge avec mon père, avec notre père, je dirais, qui est aussi également. Mais c'était toujours par l'observation et la répétition. Et de faire des choses inaccessibles. De faire des choses que tu penses en tant que gamin, tu ne peux pas faire, c'est trop dur pour toi. Je dis non, tu fais, même si tu arrives à 10%, c'est pas mal. Puis je finirai le reste, au cas où, mais tu t'attelles au travail en fait. Hein. Donc dans les sports que j'ai fait aussi plus jeune, j'avais ce même fonctionnement. Bon, il fallait être compétitif, il faut s'entraîner. Donc je m'entraîne. On a perdu, oui, c'est nous qui avons joué, c'est pas l'entraîneur. Donc je blâmais pas l'entraîneur. Donc c'est des choses qui me désespéraient quand j'étais plus jeune, c'est quand on blâmait l'entraîneur. L'entraîneur, c'était pas le maître. Le maître, c'était nous. Sur le terrain ou dans n'importe quelle notion, c'est nous qui avions la possession du jeu en fait. Donc l'entraîneur, il fait ce qu'il peut. Et puis moi, je pensais que j'étais plus meilleur joueur ou ceci que l'entraîneur. Donc à moi de bien jouer. Donc j'ai arrêté les sports de compétition à cause de ces choses ou de toujours blâmer l'autre en fait. Et quand je suis rentré dans les arts martiaux, chose qui m'attirait, c'était justement ne pas trouver ce système de compétition où les gens sont toujours en train d'essayer de se vaincre les uns les autres, mais c'était plutôt l'entraide, plutôt de travailler ensemble et de faire attention à ce qu'on fait, et puis de le faire sur du long terme. Et en même temps, j'avais cette volonté de vieillir avec les arts que je pratiquais. À 30 ans, j'étais un tueur. Aujourd'hui, je suis 10 fois le tueur. Effectivement, tu m'avais dit que tu as choisi au final l'aïkido oui. Parce qu'il n'y avait plus cet aspect de compétition. Absolument, absolument. Et tous les arts que je fais, il n'y a pas de compétition. Parce que ce sont des arts de guerre en fait. Donc on ne peut pas faire la guerre, on ne peut pas faire la compétition avec des arts de guerre. Ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Donc l'aspect du travail sur soi a été très important. Et ma rencontre avec l'enseignement de Gurdjieff
a été très important pour me recentrer en fait, me recentrer par rapport à ce que j'étais plus jeune, et ce que j'étais à ce moment-là, et qu'est-ce que j'allais pouvoir devenir. Donc peut-être que si j'avais pas rencontré ce Ouspensky à cette époque-là, je serais peut-être un petit con aujourd'hui, je sais pas. Ok, parce que j'avais plein de talents en fait, j'avais plein de talents, j'étais bon, c'était facile, pour moi tout était facile. Et tout d'un coup, tu as l'autre qui te dit oui, mais ça sert à rien. Et mon père, il disait ça, il dit oui, bah, si tu as fait, c'est ce qu'on attend de toi, que tu fasses bien. Tu n'as pas besoin de t'enorgueillir, par contre, si tu rates, c'est toi qui as raté. Donc il va falloir travailler plus. Donc on avait la double, on avait les deux responsabilités. Il y en avait une qui était, voilà, si on ratait, bah, ça veut dire que tu n'as pas fait attention. Et si tu l'avais, bah, ça veut dire que tu as fait ce qu'il fallait. C'est ordinaire. Et ce truc ordinaire, quand je l'ai lu dans les livres de Ouspensky, bah oui, juste être un homme ordinaire, c'est déjà compliqué. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on n'a pas beaucoup d'hommes ou de femmes ordinaires dans ce sens du terme de la quatrième voie. Et dans cette relation au rappel de soi. Un idiot ordinaire en plus, non? Un idiot ordinaire, ouais. Ça c'est le maître. Ça c'est le maître. Et j'ai beaucoup aimé ici, il fait la métaphore du jardinier en fait. Oui. Et je trouvais ça très intéressant, le fait qu'il fait cette comparaison entre le maître et un jardinier, donc qui prend soin de son jardin. Il sait déjà, c'est rien, en fait c'est pas lui qui a réinventé, non, il est juste là en train de jongler avec les conditions atmosphériques, le terrain, les graines, et donc il en prend soin. Et il y a, disons, il ne va pas s'étonner s'il y a dans l'arbre, il y a une branche non, qui va se déployer plus d'un côté et d'autres branches qui vont par contre simplement sécher. Parce que c'est la vie, non? Ce n'est pas une question de mathématiques. Et du coup, voilà, ça m'a parlé beaucoup, tu vois, cette idée du jardinier. Et le fait que, oui, après, les élèves, non, les assistants sont là pour prendre soin de ces jardins. Et ils apprennent à reconnaître les fruits avant qu'ils poussent. C'est ça, voilà. c'est ça, et c'est ça, ça c'est une bonne relation au maître, pour revenir à la question de départ. C'est-à-dire que le maître, lui, il peut voir quelqu'un arriver et il dit « Ah, enfin, j'en ai un. Enfin, j'en ai un. » Et puis on voit le potentiel en fait. Tu peux voir le potentiel chez quelqu'un, mais peut-être qu'il n'ira pas là où toi tu peux l'emmener en fait. Donc, si la relation se met en place, elle peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans. Peu importe. Il peut y en avoir eu plein qui se sont connectés et qui sont partis. Et il y en aura toujours un. Il y en aura toujours un qui arrivera et on continue en fait. Parce que c'est pas. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Parce que les fruits, ça revient toujours. Donc tu continues à cultiver, tu remues, tu recommences. Ah oui, ça c'est intéressant. La première calligraphie que mon maître de Jodo m'a fait, sur son livre à l'époque, Kokoro Tagayasu. Et justement, mon maître de sabre, il m'offrait ce livre-là. Et il lui dit, ah tiens, est-ce que tu as encore le livre, est-ce que tu as encore des livres reliés et tout? Donc, l'autre personne dit, ah, il n'en reste plus qu'un. Il lui dit, est-ce que je peux l'avoir pour quelqu'un? Il dit, ah oui, parce que c'est toi, comme ils étaient les bons amis. Donc il dit, bon bah ok, c'est toi. Et puis il commence à... Il dit, bah, tu vas faire une calligraphie, tu vas mettre Kokoro Tagayasu, comme on met de Jodo, de bâton, c'est un grand calligraphe. C'est la calligraphie, la calligraphie qui est dans le livre, c'est son élève. C'est l'élève de mon maître de Jodo qui fait aussi de la calligraphie, et c'est pour ça qu'on a choisi aussi celle-là. Ishin, ça veut dire un seul esprit, donc c'est aussi le rappel, pour moi c'est le rappel de une seule famille, un seul esprit, un seul univers, quoi. Il dit Kokoro Tagayasu, donc il fait, et il lui dit c'est pour qui? Moi j'étais là à la place de Romario, et puis il dit c'est pour lui. Lui c'était moi. Ah, je me suis levé, je suis parti pleurer dans la cuisine. Ça m'a, tout d'un coup ça m'a dit, pourquoi moi en fait? Moi c'était pourquoi il me fait ça?
Et kokoro tagayasu, ça veut dire le labour du cœur, le labour de l'esprit. Et il faut continuellement labourer son être intérieur afin que les gerbes de la connaissance puissent y grandir. En fait. C'était ça la dédicace. Ce livre-là, il est toujours neuf. Il est encore chez moi, je ne l'ai jamais ouvert au-delà de cette page-là. Non, parce que j'en avais d'autres. J'en avais un pour travailler et celui-là, c'est devenu une relique. Et voilà, ça a été aussi un moment fort pour nous, pour moi, avec ces deux maîtres-là, avec qui je suis toujours en relation. Le maître d'Aikido est mort, mais eux, on a vieilli ensemble encore. Et je les fais chier, aujourd'hui. Je les emmerde un peu, quoi. Parce que ils me disent mais non mais Jaf c'est bon ça. Je dis non. Moi je suis toujours votre assistant. Je dis vous voulez faire ça, je vous aide. C'est pas parce que j'ai ça. Quand je suis avec vous, je suis toujours à ma place, la place que j'ai depuis le début. J'ai grandi depuis, donc bien sûr on a fait du travail, il y a des récoltes, etc. de tous bords. Mais à chaque fois que je vois mes jardiniers en chef, je suis l'assistant. Puis quelquefois on n'est pas d'accord sur des trucs. Mais c'est pas grave. Alors il me dit ouais, qu'est-ce que t'en penses? Je dis moi, je m'en fous. Je lui dis mais pourquoi? Mais dis ton opinion sur ce travail. Je dis non, c'est vous les chefs. Je lui dis c'est vous les maîtres. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord, mais c'est pas mon bateau. Je dis vous êtes les capitaines, si vous voulez que je coule le bateau, je le coule avec vous. Si vous coulez votre bateau, je vous aide. Parce que c'est votre problème. Je dis moi, ma chaloupe, elle attend à côté du bateau qui va couler. Je serai toujours... j'ai construit ma galère, quoi, aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Puis la vôtre, vous voulez l'emmener jusqu'où? Je peux toujours vous aider. C'est obligatoire. Je dis, je ne changerai jamais dans ma vie de... Je ne passe pas d'un maître à l'autre. Une fois que tu en as choisi un, boum, tu es dedans. Il y en a un qui est dans une autre. Donc, c'est des crans, en fait. Hein. Donc, je dis, moi... Je vous aide à faire ce que vous avez commencé déjà depuis 40 ans que je suis avec vous. C'est votre évolution. Donc c'est là où je les fais chier, à mon âge. Je peux le dire, parce que quand j'avais 30 ans, non. Mais aujourd'hui, oui, je peux leur dire. Je peux leur dire, non, mais moi, ça ne me dérange pas, vous faites ce que vous voulez. C'est votre bateau, c'est votre travail. Donc vous allez au bout de votre travail. Et je leur dis, mais c'est vous qui m'avez enseigné ça. Donc je fais ce que vous m'avez enseigné. Et je le fais bien. Il n'y a pas de problème. Je trouvais intéressant au début quand tu disais que quand tu avais demandé c'est quoi les rappels de soi, et en fait, il ne te répondait pas avec les mots, mais il te répondait avec toute la pratique que vous faisiez. Toujours. Et en fait, dans un même là, quand je lui ai dit, ah, mais est-ce que tu pourrais me dire? Il me dit, non, cherche. Ouais. Je lui dis, est-ce que tu connais, tu peux voir qui. Il me dit, non, pas qu'à chercher. Donc je lui dis, bon, bah ok, je vais chercher, pas de problème. Et en fait, Henri Trécol, il parle un peu comme ça de Gurdjieff en disant que c'est quelqu'un voilà, qui avait des façons parfois même un peu brusques et violentes pour dire des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il utilise cette phrase qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'est qu'il disait qu'en fait, il était impitoyable avec les bourreaux que nous étions de nous-mêmes, en fait. Et ça, je trouve très intéressant, non? Le fait que, en fait, souvent, on peut prendre les choses personnellement aussi. J'imagine aussi que ça t'arrive aussi, qu'il y a des élèves que parfois, ils se vexent, non? Si tu leur, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Et par contre, l'idée, c'est vraiment d'aller plutôt... Non, cibler quelque chose et pour qu'ils apprennent. Ben c'est ça, c'est que le maître, il peut voir le potentiel chez quelqu'un et qu'est-ce qui empêche ce potentiel de créer, de se créer, de se révéler. C'est vrai, Gurdjieff, il disait, j'appuie sur le corps au pied bien fort jusqu'à ce que le pu il en sorte. Donc c'est ce que tu viens de dire, c'est quand il y a quelque chose qui dérange, eh ben, il faut y aller. Mais aujourd'hui... on ne peut pas faire ça avec tout le monde non plus. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une notion de confiance, et que cette notion de confiance sur ce travail-là, et de dire, bon, Romario décroise les jambes, voilà, et puis tu lui fais comme ça, là, tu vois.
Voilà, c'est ça. Il décroise les jambes, mais au lieu de lui dire il décroise les jambes, tu prends et tu lui dis voilà. C'est concret, il a senti la chose. D'accord? Donc, si Romario se vexe parce qu'il y a plein de monde là, et il dit ouais, mais il m'a humilié devant tout le monde, bah, la relation, elle n'existe pas. La relation réciproque, dont la confiance acceptée, c'est que la situation nous permet de. Ah oui, rappelle-toi, tu as décidé ce travail-là il y a tant de temps, donc on est toujours dedans. Donc tu m'as posé la question il y a 2 ans, je te réponds aujourd'hui. Voilà, il y a 10 ans, tu m'avais posé cette question-là. Tu as la réponse aujourd'hui. Il faut toujours être réveillé, en fait. Il faut toujours être là, dans cette présence, qui fait que dès que tu as entrepris le chemin, le travail sur soi, ton travail personnel, ton développement personnel, eh ben, tu t'arrêtes plus. Tu t'arrêtes plus et tu n'as pas d'excuse pour te reposer, en fait. Tu n'as pas d'excuse publique pour te reposer. Par contre, quand tu es tout seul, chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu vois, tu fais ce que tu veux si c'est l'idée de se reposer d'un dur labeur ou autre. Mais même dans ça, on se dit ah ouais, mais quand même, là c'est facile. Donc je me repose pas. J'attends 5 minutes. Juste prolonger de 5 minutes. L'effort de ne pas se reposer quand tu voulais le faire à ce moment-là, tu dis bah non, ça veut dire que voilà, t'es encore dans le travail. Bon, maintenant tu as besoin de repos parce que on travaille avec notre corps depuis longtemps, donc on a des douleurs, on a des choses, et des blessures, et ainsi de suite. Il y a un moment donné, il faut régénérer les cellules, donc il faut éliminer celles qui sont... Et puis qu'il y en ait d'autres qui arrivent, et puis que c'est chacun leur tour, et qu'on puisse aller plus loin. Donc si on ne sait pas se reposer, c'est catastrophique. Parce que la blessure est derrière. Et si je te pose une question très difficile. Oui. J'adore les questions difficiles. Si tu devais donner une note, si tu devais donner une définition du coup des rappels de soi, qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, il faudrait que tu vives avec moi tous les jours. Si tu vis avec moi tous les jours, tu peux en comprendre ce que moi j'en comprends et ce que j'en fais. En fait, c'est ça la chose, c'est très intime. C'est comme une fois, sur un entretien, j'avais dit, mais vous savez, on parlait de foi et tout, je dis, mais moi, je n'ai pas besoin de dire aux gens que je crois en Dieu. Ça me regarde en fait. La foi, c'est personnel, j'ai pas besoin de te dire, j'ai la foi pour que je sois ami avec toi. Je dis, j'ai la foi ou je l'ai pas, toi, ça t'est égal. Par contre, moi, je sais ce que j'ai. Donc, je ne te dirai pas ce que je suis sur le plan de la foi. C'est intime. Donc le rappel de soi aussi, c'est intime au bout d'un moment. Mais dans les conditions de travail, en fait, quand on est en groupe, etc., s'il y a un leadership, c'est-à-dire quelqu'un qui donne le tempo, on voit bien qu'il ne l'est pas. Donc le maître, lui, il fait... Et puis il voit si tout le monde est dans le tempo. S'il s'arrête, il regarde, et puis il reprend, il voit qu'il y en a 10 qui se sont décalés. Il dit, bon, il faut se mettre au travail, là. Il faut continuer le travail. Vous n'êtes plus dans le rythme. Et le silence, c'est le rythme. Donc c'est aussi donner une possibilité de présence. Donc le leader, il donne de la présence à ceux qui veulent étudier quelque chose. Et si on l'a ensemble, si on a le même intérêt, ben on le fait ensemble, et c'est beaucoup plus facile que quand on le fait tout seul. Ça, c'est le fondement aussi de... Peut-être c'est un des fondements du rappel de soi, c'est qu'on a toujours besoin de quelqu'un. C'est qu'on peut... Tout seul, ça marche pas en fait. Ça marche, mais ça marche pas. Ça marche parce qu'on croit que tout va bien, mais en fait, ça va pas bien. Ça va pas bien. Merci. Mais de rien. Plaisir est pour moi. Et je vous invite à découvrir ces textes. Et, voilà, très simple, mais très dense en même temps. Et j'hésitais si lire un extrait ou pas. Est-ce que tu veux lire un extrait? Oui, absolument. J'adore lire. Ah oui, tiens, pour revenir à la lecture, en fait, ça c'est aussi un truc
important. Je dis j'adore lire, mais en fait j'aime bien lire les textes des autres aujourd'hui, toi, la poésie des autres et tout, j'aime ça. J'aime ça, ça m'intéresse, ça me fait faire un travail aussi de présence. Et puis avant j'aimais pas les gars. C'est vrai? Avant j'aimais pas lire quand j'étais plus jeune, j'étais au lycée, tout ça, mais parce que tout ce qu'on nous proposait à lire, ça m'intéressait pas. J'aimais bien lire San Antonio, des trucs comme ça, des trucs ludiques où tu te marres et tout. Mais quand j'ai commencé les fragments, j'ai pu arrêter de lire. Et là, ça m'a donné envie de lire. Mais en fait, j'ai découvert que ce qui m'intéressait de lire, c'était l'expérience des autres. C'est-à-dire ceux qui pouvaient à un moment donné raconter comment ils ont progressé, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi, quelles erreurs, ceci, ça. Je dis, mais moi, ça m'intéresse, la vie des autres, en fait. Je dis, donc à chaque fois, j'ai pu lire des bios, des choses comme ça, ou quelqu'un qui raconte des choses simples, ou qui parle d'une expérience. Je lis avec beaucoup de joie. Et le problème aussi, c'est que des fois, je vais ouvrir un livre, et au bout de 3 pages, je me dis, bon, je sais ce qu'il va dire jusqu'à la fin. Donc j'arrête. Parce que j'ai dit, ça y est, il m'a tout dit en 3 pages. Sur ce qu'il est, lui, en fait. Sur son expérience de vie. Ah, bah, ouais, bah c'est bon, bah, le reste, c'est de la littérature. Et dès que je commence à sentir la littérature dans l'écrit, je dis, bon, bah, c'est bon. Suivant. je passe à autre chose. Mais il m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup apporté, quand même. Donc ça a été le révélateur de mon envie de lire, vraiment. Parce que, aussi, ce n'est pas de l'écriture. C'est de la transmission orale. Okay. Donc c'est pas les fragments, c'est pas un livre qu'on écrit, qu'on sort de ses ménages en fait. C'est toute l'expérience a été mise là, et j'ai trouvé que c'était, au fur et à mesure des années, je trouvais que c'était très très juste, parce que j'ai eu l'occasion de lire d'autres témoignages, et surtout aussi des livres que j'ai pu avoir aux États-Unis, etc., en anglais, qu'on n'a pas en France, où tout le monde disait la même chose, en fait. Au bout d'un moment, les témoignages étaient très, très justes. Donc il n'y avait pas d'invention de la part d'Ouspensky dans ce qu'il a écrit. Ça m'a dit, ah, mais cet homme-là, c'est un génie. C'est le maître de Gurdjieff, on va dire. On peut dire que c'était son maître. S'il ne l'avait pas eu, peut-être qu'il aurait abandonné des choses beaucoup plus vite. Parce que les Occidentaux, ils sont indétractables, quoi. Parce qu'il faut tout leur expliquer, tout faire, machin. Donc il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. C'est soit certains ont une confiance aveugle, en fait, sectaire, qui les fait se faire embobiner, soit il n'y a pas de confiance du tout. Il n'y a pas, je crois que ce que je vois, alors que nous, voilà, nous dans les arts martiaux, c'est le maître, il faut toujours qu'il montre. S'il ne montre pas, je ne peux pas apprendre. Donc il va toujours montrer. Il va toujours être dans l'exemplarité du travail corporel. Et après, quand on discute, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens. Et un mot, 2 mots, ah, bah ça y est, j'ai compris. Okay. Il vient, et le gars, il te met la main comme ça. Et puis hop, la main s'en va, il revient, il te fait ça. Puis la main s'en va, et il revient, 3e fois, après il revient plus. C'est à toi. Mais si tu le prends, ça révolutionne toute ta pratique. Juste un petit millimètre à gauche, un petit millimètre à droite, un petit millimètre devant, et tout d'un coup, pas. Bon, c'est par l'exemple. C'est-à-dire que si j'ai vu au Japon, j'ai eu l'occasion, la chance de faire le Kobudo, ce qu'on appelle le Kobudo Taikai, c'est le grand événement de toutes les écoles traditionnelles qui datent depuis 5 siècles. Okay, donc 40 écoles sélectionnées tous les 2 ans, et il y a une grande démonstration. C'est le temple des arts martiaux à Tokyo. Et donc c'est toutes les écoles qui ont encore un seigneur, on va dire, on appelle en japonais le soke, un représentant de la lignée depuis 3, 4, 5 siècles. C'est génial. Et il y avait un des groupes, le gars, il était en fauteuil roulant. Il arrive en fauteuil roulant, il le porte, ils le mettent au milieu de la salle, puisqu'il y a le public, il se met à genoux, il attend, les élèves ils montrent, chacun leur tour, ils montrent, et puis après, il y en a un qui s'assoit face au maître, il lève la main pour le frapper comme ça, et l'autre il fait « Hey !» Pop, et puis il le balance, et puis terminé.
Et ils le reprennent, ils le remettent dans le fauteuil, et c'est parti. Parce que c'était important que le vieux maître, il fasse quelque chose. Parce que la lignée est toujours là. Ce n'est pas les élèves qui font la lignée, c'est le vieux maître tant qu'il est là. Donc il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il montre son énergie vitale, en fait. Et lui, ce moment-là, c'est marqué là. Ça fait partie. C'est que lui, il faut qu'à un moment donné, il se fasse quelque chose. Il ne peut pas prendre le coup sur la tête. Et tu vois, sinon il meurt là. Sinon il meurt là. C'est vrai qu'en y pensant, souvent, non, il y a l'importance en fait de la transmission directe, non, du maître au disciple. C'est pour ça que pour plusieurs enseignements, c'est très important en fait qu'il y a cette lignée, non, pour qu'on puisse se relayer au maître. Qu'il n'y ait pas de rupture. Donc la rupture de la lignée, elle peut avoir lieu, mais l'enseignement peut rester. L'enseignement, il peut être retrouvé. C'est-à-dire si c'est des mouvements, etc., on peut retrouver les mouvements et retravailler avec. À partir du moment où il y a eu une certaine... Ouais, ça aussi c'est intéressant sur le plan des bouddhos. C'est parce que à partir du moment où ça a été construit avec une certaine conscience d'être à chaque génération, la chose, elle ne s'épuise pas comme ça. Elle peut rester là à un endroit, mais tu déterres, tu dis « oh ouais », et hop, et tu commences à le retravailler, et tu vas le retravailler. Pas comme c'était 5 siècles avant, mais tu vas le retravailler avec ton énergie là, et avec ta compréhension, et tu réveilles le truc. Et peut-être que 2-3 siècles plus tard, on aura retrouvé l'origine, parce que tout d'un coup, tu refrottes. Ouais. Donc les arts martiaux, c'est un peu comme ça. Donc c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui à mon âge, par mon travail, c'est que les choses se dépouillent, et tout d'un coup tu dis « ah mais ça devrait être comme ça ». Peut-être que ce truc-là c'était juste ça. Tu vois, c'est juste un geste, tu tues quelqu'un, tu lui fais hop, c'est fini. Tu vois, donc à partir de là, comment on a fait? Alors on a fait plein de trucs, on a habillé pour que l'autre il fasse et puis c'est fini. Donc il faut retrouver cet instant-là où soit tu vis, soit tu meurs. Donc le boulot, c'est ça. Soit tu vis, soit tu meurs. Entre les deux, c'est la pratique. Et j'ai une question par rapport à l'enseignement, à la transmission. Quel est l'équilibre à trouver entre l'enseignement et la précision, non? Par exemple, j'imagine, dans les katas, c'est aussi une précision dans les gestes. Ouais. Et alors, aussi le fait de ne pas cristalliser, en fait, quelque chose, et que la chose puisse évoluer avec le temps, en fonction aussi de différents maîtres et de la transmission. Les choses ne se sont pas cristallisées dans nos disciplines. Il y en a qui les ont cristallisées parce qu'ils ont un peu catalogué, donc les mouvements restent comme ceci, on veut que ça soit comme ça. Alors que non, on est vivant en fait. On est des êtres vivants, donc on est en mouvement tout le temps. On parlait des mouvements avec Michel l'autre jour, il était à la maison, les mouvements de M. Gurdjieff, etc., de ce qui pouvait se pratiquer, comment moi je les ai connus, vus, etc. Je ne m'y suis jamais intéressé. Je n'ai jamais eu envie de faire ces mouvements-là, de cette manière-là. La giration, c'est autre chose. Okay? Mais les mouvements qu'il a mis en place pour créer cette idée de rappel, conscience de soi, de comprendre la main, l'avant-bras, le bras, l'épaule, la tête, le torse, les côtes, le bassin, la cuisse, le genou, chaque élément qui nous constitue, puis de créer un centre de gravité qui va gérer tout ça. C'est pas fini. Pour moi, c'est juste le début. C'est pas fini. Ça a manqué. Il est mort trop tôt. Donc les mouvements se sont figés. Certains mouvements se sont figés. Et donc on peut retransmettre ces mouvements-là. Et on donne la responsabilité à chacun, je pense, que quand ils ont ces mouvements, c'est à eux de les cultiver en fait. C'est à eux de les enrober. Parce que sinon, certains mouvements, on dirait des squelettes. Donc c'est le squelette. C'est le squelette qu'on met en mouvement. Donc pour mettre un squelette en mouvement, il faut relâcher la musculature, il faut apaiser la respiration, il faut apaiser le système nerveux, etc. Et puis tu cherches au plus profond de ton corps, c'est-à-dire tes os, ta cellule osseuse. Et si tu y accèdes, après il faut reconstruire.
faut redonner du volume. Pour redonner du volume à ça, donc il faut danser, il faut, comme on dit, il faut danser, nous on fait des mouvements combatifs, etc. Il faut que ça devienne vivant. Il ne faut pas que ça reste juste au stade du squelette. D'arriver au squelette, c'est aussi un long chemin de tension. Donc il faut arriver à la détente et de repartir. Donc tout notre travail, nous, depuis le plus jeune âge, c'était plus facile quand on était plus jeune. On était plus malléable corporellement. Donc on a trouvé notre squelette très vite. On n'avait pas beaucoup de muscles. Et on a musclé autour du squelette. Voilà. Après, moi, j'ai eu à faire aussi le chemin inverse. J'avais trop de muscles. Il a fallu que je redétende mes muscles pour que mon aïkido soit plus sensible, en fait. Et puis pour être réceptif. Que quand on me touche, dès qu'on me touche, je ressens beaucoup de choses. Je ressens l'autre, je ressens ce que je suis. Donc j'ai fait un travail d'affaiblissement. C'est ça, on peut dire ça comme ça, affaiblissement. C'est-à-dire j'ai affaibli ma musculature. Donc j'ai encore du volume musculaire, on va dire, sur le plan, vous pouvez voir mon anatomie, mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. J'ai juste mon travail de mon mouvement global. J'ai la force de mon unité. Je n'ai pas ma force segmentée. Tu vois, vous comprenez ça. Donc ça c'est aussi un effort pour aller toucher la source de ce que l'on vit depuis Adam et Ève en fait. Comment l'humain s'est développé, qu'est-ce qu'on fait là en fait. Qu'est-ce qu'on fait là. Et mon grand-oncle, quand je lui avais demandé nous d'où on vient, je lui parlais de la famille Raji Boukari, qui est la lignée de ma mère. Il m'a dit à l'époque, ah ben nous on vient d'Ali. Ali, vous connaissez Ali? Non, je ne le connaissais pas, mais Ali c'est le cousin du prophète Mahomet. Ah, c'est Dalila. Ah, c'est Dalila. Ok. C'est pas Dalila, c'est cette Ali-là. Et du coup, je dis, mon cousin il me traduit, parce que moi je parle plus arabe, alors il me traduit, il dit, mais il me dit c'est un tel. Je dis, ok, et puis j'ai souri, j'ai trouvé ça très, 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 très subtil. Et puis je lui repose la question, je dis oui, mais nous, d'un coup je lui dis oui, mais nous, la famille, d'où on vient, je voulais parler, je parlais de 100 ans avant, ou 150 ans avant, et bien, mais on vient d'Adam. Après il m'a dit qu'on venait d'Adam. Il n'a pas parlé d'Ève. Il a parlé d'Adam, il a dit qu'on vient d'Adam. Ouais, d'Adam. Et oui, et là je me suis dit, bah oui, il a raison. Je me préoccupe de tout ça. C'est vrai qu'on est tous frères et sœurs. Et ça m'a touché, ça m'a bouleversé, je dirais. Ça m'a bouleversé. J'ai dit ça à Michel tout de suite après. Je dis voilà ce qu'il dit. Je dis moi j'arrête de chercher. Je dis moi j'arrête de chercher, ça me préoccupe plus. Je dis par contre là maintenant, oui, on porte tout ça. Donc si je peux porter et comprendre le maximum de toute cette lignée humaine, ça m'intéresse. Donc il faut le refaire en travail, en pensée, en rencontre, en discussion comme ce soir. Je suis content d'être là ce soir, ça m'a beaucoup coûté à réorganiser de nouveau, mais j'y arrive. j'y arrive. Parce que je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. L'image d'un même homme est pour chacun différente, inévitablement, étant elle-même à l'image de celui qui la porte. Elle est soumise aux fluctuations propres de ce dernier. Il serait donc vain, à partir de souvenirs personnels subjectifs, fragmentaires et mouvants, de reconstituer le portrait robot d'un fantôme. Si nous cherchons Gurdjieff, ce n'est pas dans cette direction que nous le trouverons, mais que la rencontre de cet homme ait été, pour un certain nombre de nos contemporains, l'événement majeur de leur vie, même s'ils s'en sont éloignés par la suite, qu'ils en soient encore en secret tous intrigués, au point de se demander si tout cela est bien réel, s'ils ont vraiment vécu cette période de leur existence, qu'ils éprouvent en tout cas l'intime sentiment d'avoir presque tout laissé passer de ce qu'ils pouvaient leur offrir, n'y aurait-il pas là, comme un signe, une donnée susceptible de mieux nous orienter? Ce que nous venions quérir chez Gurdjieff, en effet, ce n'était pas l'homme, c'était le maître. Ou pour mieux dire, car rien ne serait plus faux que de tracer ici quelques frontières artificielles, c'était l'homme en sa qualité de maître. Ça ira. Moi, je continue avec cette partie qui se connecte en fait.
Vas-y. Oui, le maître n'est fait qu'un avec sa fonction. On peut même dire qu'il est cette fonction, une fonction faite homme. Fonction multiple dans les aspects reste souvent insaisissable. Mais quel est né l'essentiel? Notre réponse, vous la connaissez déjà, ou vous la présentez. L'énoncé même du sujet traité ce soir la suggère. La fonction maîtresse, c'est celle du Bodhidharma, c'est celle de l'éveilleur. Le maître, c'est l'éveil même. Oui, le maître, c'est l'éveilleur. Mais éveiller qui? De quoi? Et à quoi? Éveiller ceux qui veulent s'éveiller. Les éveiller de leur sommeil, les éveiller à l'être, au réel, à la vie. Tout commence bien sûr par une rencontre. Qui l'a voulu cette rencontre? Un événement de cet ordre ne peut pas être entièrement l'effet du hasard. Il exige pour le moins qu'on y soit près de part et de l'autre. Sinon, même si la rencontre a lieu, les contacts nécessaires ne se font pas. Il n'y a pas plus de maîtres sans disciples que de disciples sans maître. Ce qui fait le maître, ce n'est pas seulement son pouvoir de transmettre la vérité qu'il a lui-même reçue, c'est aussi l'attente de quelques-uns. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des curiosités? Faites pas comme moi. Ou juste... Ça, on l'a entendu, on pose plus de questions. En fait, oui, on a tellement appris à se répondre nous-mêmes à nos questions, en fait, par l'observation et l'apprentissage. Et à un moment donné, on intègre le fait que si on pose la question à quelqu'un, il faut qu'on voit chez lui la réponse, en fait. Donc, s'il ne peut pas me montrer ce que je veux comprendre, je ne lui poserai pas la question. Mais je ne lui poserai pas la question non plus s'il est capable de me répondre par la démonstration. Ok, mais tout d'un coup, là, au plus profond de soi, on sait à qui on s'est adressé. En fait. Celui qui est capable de répondre, celui qui ne peut pas répondre, ou qui peut simplement en parler. On le voit avant même de demander. Oui, si on est dans une relation de travail, de connaissance, où on travaille ensemble en fait, on fait quelque chose ensemble. Tu arrives tout à l'heure, comment tu t'appelles? Je suis obligé de te poser la question, d'accord? Et tu me dis, mais Peul, et je dis, mais comment ça s'écrit? Et tout d'un coup, boum, 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 tu es capable de me répondre comment tu écris ton prénom. Ouais. Moi je dis souvent, moi c'est Jab, J-A-2-F, point. Je dis ça parce que souvent on m'a mis Jeff, on m'a mis plusieurs trucs, 4 lettres, mais avec 4 lettres, on a souvent rajouté. On a souvent mis Dédé, Jaff, ou ceci ou cela, Jeff, j'ai tout eu. Hein. Et je dis non, c'est Jaff, J-A-2-F. Point. Donc c'est ça la relation aussi d'apprendre avec quelqu'un. On met tout de suite l'autre dans la position de sa maîtrise. Ah, il va me répondre, il a sa maîtrise, il a la maîtrise de ce qu'il est, lui, elle, pas elle, eux, celle, ceux. Mais vous pouvez poser des questions. J'adore les questions parce que ça me permet de parler, sinon je parle pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Vous l'avez déjà lu, le petit livret, là? Non, pas encore? Oui, il y a aussi une petite biographie de Henri Tracol et aussi de Gurdjieff, pour qu'on te soit l'idée un peu. Ouais. Ouais. Et la photo, tu l'as eu comment? Tu l'as cherchée sur Internet? Oui, oui, oui. Celle-là, elle est dans le... sur le site de Henri Tracol, de son association. Voilà, les photos sont importantes aussi parce que ça montre la lignée en fait. Cette photo-là, elle montre la lignée de M. Tracol, non seulement avec Gurdjieff, mais avec sa descendance, qui était Madame de Salzman, qui a pris le relais de l'enseignement. Okay,
Bon, ce qui était bien, c'est qu'il a donné à une femme. Ça, c'est fabuleux parce que c'est rare. Donc, c'est dire l'importance de l'enseignement aussi, de la qualité aussi, de quelle manière les choses doivent se faire, je pense, et qu'il ne doit pas y avoir de concurrence. Pas de concurrence, en fait. Donc, tous les machos, etc., qui auraient pu dire moi, c'est madame. Place à madame. Et suivez madame, et tout ira bien. Et donc, les maîtres des Budo aussi, les maîtres de Budo les plus contemporains, en fait, quand c'est devenu très très clair dans la transmission qu'il faut un héritier. Okay, donc les soke, d'un soke à l'autre, le premier, le deuxième, le troisième. Moi j'ai travaillé une dizaine d'années avec le 21e soke d'une lignée de sabre. C'était une superbe rencontre. Mais tout son travail, toute sa mission, toute son obsession, c'est de trouver un héritier. C'est qu'à un moment donné, il travaille pour qu'il y ait un héritier. Mais il ne dit jamais qui sera l'héritier. C'est-à-dire le jour de sa mort, peut-être il dira, bon, maintenant, un tel doit prendre la succession. Et il sait d'avance que de toute façon, quand il va nommer un successeur, ça va être la guerre. Avec tous les contemporains de cet héritier. De cet héritier d'une lignée de travail. Donc tous les autres, ils disent pourquoi pas moi. Moi j'étais avec lui, j'étais en même temps que lui, j'ai reçu de la personne la même chose du même maître, mais l'autre il donne à celui qui va cultiver le jardin le plus longtemps. Celui qui va être capable de relabourer, de refaire et de faire fleurir ses propres fruits. Pas de faire une imitation pure et simple de l'enseignement. Il faut qu'il le fasse grandir en fait. Et ce monde-là reste très masculin quand même, non? Il reste masculin parce que, alors, il reste beaucoup masculin, oui, parce qu'à l'origine, c'était les guerriers, les gens allaient à la guerre, donc c'est comme dans tout pays, pour les traditions japonaises, c'est ça, c'est les hommes allaient à la guerre et ils n'en revenaient pas. Les femmes faisaient quelque chose de bien aussi pour maintenir la descendance. Et puis s'il y avait un jeune héritier qui était là, il fallait s'en occuper pour que la famille ne meure pas. Donc chacun avait une fonction de toute façon pour que ça puisse persévérer, mais il y a très peu de femmes qui sont devenues des soke, c'est-à-dire des seigneurs, dans les lignées d'arts martiaux. Il y en a une que je connais, mais c'est parce que ils ont une lignée que je connais, qui est ce qu'on appelle le Naginata Jutsu, c'est l'art de la grande... C'est un grand bâton avec un petit sabre au bout, c'est une hallebarde. Donc là, ça a été une discipline qui a été beaucoup plus confiée aux femmes, en fait. C'était des choses des guerriers, mais les femmes à la maison devaient savoir manipuler cette arme-là et le couteau. Donc, elles ont appris à manipuler cette hallebarde parce que ça maintenait les attaquants à distance, c'était plus facile d'en trucider 1, 2 ou 3. Après, grâce à Dieu. Mais au moins, il y avait la possibilité de se défendre. Donc, elles sont devenues expertes dans cette arme-là en particulier. Donc, il y a eu une lignée de femmes qui transmettent à des hommes aussi la même année. Mais ils ne sont pas nombreuses. À cause du fait que c'est la guerre. C'est parce que ça vient de la guerre. Ça vient des champs de bataille. Il y a une difficulté un petit peu souvent, l'histoire de transmission de... Quand c'est un homme qui transmet, donc il transmet aux hommes. Bon. Quand il transmet à une femme, c'est très délicat. Parce que souvent les femmes, elles reproduisent ce que l'homme a transmis. Et souvent même l'homme, quand il transmet à une femme, il cherche une femme qui est dans son énergie à lui. Il fait des copies. Et c'est difficile parce qu'en fin de compte, même quand il y a des femmes qui vont recevoir son travail, ce que l'homme a transmis à une femme, cette femme-là retransmet aux femmes ce que l'homme a transmis, au niveau de l'énergie, au niveau de tout, au niveau du rythme, au niveau de la mesure, etc. Par exemple, ça c'est personnel, que je peux dire à un moment donné à ma sensation personnelle, ou de ce que je visualise. M. Gurdjieff, quand il a fini par poser les mouvements, et que Mme Salzman a repris ses mouvements,
elle les a repris avec l'énergie de M. Gurdjieff. Et elle transmet avec l'énergie de M. Gurdjieff. Donc c'était une transmission d'hommes. Et tous les mouvements de M. Gurdjieff sont toujours au niveau de l'homme. Au masculin, quand on dit le terme masculin. C'est pas du féminin. Il faut qu'il y ait une femme qui reprenne ces mouvements-là et qu'elle le retravaille en tant que femme pour transmettre ça aux femmes et aux hommes. Et une femme qui transmet à un homme, c'est différent qu'un homme qui transmet à une femme. Et quand la femme transmet aux femmes, c'est vraiment une transmission de femme à femme. Et quand un homme transmet à un homme, c'est toujours une transmission d'un homme à un homme. Mais quand il y a la notion qui est l'homme qui transmet à la femme ou la femme, eh ben, c'est délicat. Il faut qu'il y ait une autre dimension qui arrive. Voilà. Là, pour moi, tout le travail de M. Gurdjieff, il faut que maintenant qu'il y ait une... Si, à la mesure où ça s'est continué, il faut qu'il y ait une femme qui reprenne ça pour pouvoir remettre cette dimension qu'il n'y ait pas dans celle qui existe, qui est très... Il n'y a pas... Mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que ça c'est mieux ou moins bien. C'est que c'est comme ça. Il y a une transmission qui se fait et elle se fait en fonction de celui qui le transmet. C'est tout. Mais vous diriez que dans une transmission d'un homme à un autre homme, l'homme arrive plus à en faire, à y mettre son énergie, à en faire son truc à lui. Oui. Okay. Parce que c'est obligé. C'est obligé. Mm-hmm. Parce que c'est d'homme à homme, entre guillemets. Donc il y a une fruition, il y a quelque chose qui se met là. Et qu'il y a un moment donné, le jeune homme qui a reçu du grand homme va aussi devenir un grand homme. Donc il va le transmettre toujours, mais avec son évolution personnelle. Avec et puis ce qu'il est autrement que... J'ai toujours remarqué un peu ça, c'est-à-dire que, et c'est très difficile, aujourd'hui c'est encore plus complexe, c'est que la première, dès que c'est l'homme, je vois beaucoup de choses comme ça, où c'est des femmes qui rentrent dans un processus de travail, où c'est les hommes qui les ont mis en place. Et bien soit comment dire, elles en font leur propre... alors là, elles révolutionnent ce qui a été enseigné par cet homme, elle l'apporte autrement. Et donc c'est plus ce que lui a transmis sur la forme de départ. Ou alors, pour moi, Madame de Salzman, je ne l'ai pas connue physiquement, mais quand je vois les vidéos, elle est restée très directe avec ce que M. Gurdjieff lui a transmis pour le faire. Et il l'enseigne, elle l'a amené comme ça, très droit. Et ça reste tel quel. Donc c'est une fidélité très, comment dire, de dévotion par rapport à ce qu'elle a reçu. Et c'est tout à fait juste, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste qu'à un moment donné, on sent que quelque chose a besoin d'évoluer. Et on aurait espéré, moi personnellement, j'aurais espéré que, bon, dans sa dimension-là de ce que M. Gurdjieff a transmis, ce qu'ils appellent le mouvement, et ben, il y a quelque chose que le rythme soit un peu plus courbe, parce que là, il est toujours droit. Et donc, le corps, il va danser droit, il va se mouvoir droit. Et donc, c'est quelque chose comme ça. Mais quand on dit courbe, c'est pas de la mollesse. Et puis, droit, c'est de la rigidité. C'est que il faut qu'il y ait le principe. Et donc, du coup, si on dit comme ça, le masculin et le féminin va être autre chose. Et ceux qui vont recevoir ça, vont recevoir une autre dimension que celle qui est, c'est un homme ou c'est une femme. Et donc du coup, c'est quelque chose d'autre, beaucoup plus. Et moi, personnellement, je crois que c'est ça l'évolution d'une technique ou d'une formation ou d'une forme. C'est parce qu'il y a toujours quelque chose, l'autre dimension qui vient là. Sinon, autrement, ça reste masculin ou ça reste féminin et puis basta, quoi. Et puis, il y aura toujours le petit combat. Et c'est pour ça que c'est très difficile de... Ce qu'on appelle la transmission, c'est très difficile. Il faut vraiment saisir... Mais bon, ça c'était juste pour donner une petite sensation.
par rapport. Alors, la Miss, là, il faut qu'elle mette du féminin, il faut mettre de sa dimension en tant que... Sinon, autrement, elle va se retrouver à redonner le même processus. Et alors, on dit que c'est une tradition. Non, c'est pas tradition, c'est juste quelque chose qu'il faut lui donner un cadre, une structure pour que ça fasse. Donc, si tu amènes du féminin au sens sur certains moments, mais ça veut dire tout redécomposer, tout redéfaire, tout reprendre. Quel est ce qui est commun et ça, c'est un travail. Mais on peut aussi continuer à donner tel quel, entre guillemets, par rapport à une transmission, comment dire, dite formelle, au bon sens du terme, pour qu'il y ait une continuité. Il faut procréer, du coup, il faut toujours refaire, pour remettre des enfants. Mais il y a une dimension qui est... tant que ça reste de la procréation, un homme et une femme, ça reste un matériel qui est... Il faut qu'il y mette de l'esprit, donc ça c'est autre chose, c'est une autre dimension. Et celle-là, c'est plus du féminin ou du masculin. C'est une autre... Eh bien, j'en profite alors que je suis en train de parler. Est-ce que tu peux nous dire pour toi, en fait, c'est quoi le rôle du maître ou la relation entre maître et élève, évidemment par ta pratique personnelle, comme Jeff nous a un peu expliqué son expérience à lui. Comme moi, personnellement, je ne suis pas dans cette même équation. Pour moi, il n'y a pas de mètre, il n'y a pas de décimètre, il n'y a pas de centimètre. Il n'y a rien du tout. Pour moi, il n'y a pas... Il y a, à un moment donné, tu es là, tu témoignes de quelque chose, et puis il y a des gens qui font le choix de venir vers toi, ou vers toi, et qui à un moment donné, pour moi, sinon on est toujours à la mesure. C'est ça que dit le maître, ça veut dire que tu dois être à la mesure de ce qu'il propose, tu dois être mesuré, mesurable. Pour moi, c'est pas, parce que moi j'ai toujours travaillé en solitaire, j'ai pas eu de... Physiquement, je parle, je ne me suis pas donné. J'ai toujours travaillé comme ça, et donc du coup, c'est la même chose. Je fais. Moi, pour moi, si c'est la question, si je réponds, il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas besoin de disciple. Donc, automatiquement, c'est simplement une relation qui, à un moment donné, va faire que tu témoignes à un moment donné de ce que tu expérimentes en tant qu'être humain pour l'être humain. Et que cet être humain, il doit pouvoir en toi saisir que cette graine de l'humain qui est présente et qui est au-delà de toute maîtrise, peu importe quoi. Donc pour moi, il n'y a pas de maître. Comme il n'y a pas de double décimètre, il n'y a pas de centimètre. Si, on a. Double centimètre et décimètre, ça existe. Ça nous donne les petites mesures. Voilà. Ça donne être déçu. Mais par contre, ça fait partie du processus pour composer, pour apprendre. Il y a un moment donné, il n'y a plus de maître, il n'y a plus de... Il n'y a rien à mettre. Mais ça dépend. Mais par contre, en tout cas, s'il y a un maître, il est comment on appelle ça? C'est lui qui redevient. Il doit être à un moment donné, s'il est le maître, comme si on part de ce principe-là, il doit être en bas pour soulever celui qui doit être élevé. Et c'est pas lui qui doit être là-haut pour que les autres à chaque fois le remontent. Normalement, le maître, il doit faire le retournement lui-même, il part de ce principe-là, et il doit élever. C'est pour ça qu'on dit, normalement, pour moi, c'est plus une élévation qu'une discipline. C'est plus un élève qu'un disciple. Être avec un élève, celui qui va s'élever. Et je dois être là pour l'élever. Et pas être là pour lui dire moi je suis... Parce que de toute façon, quand on est comme ça,
il y a ce petit ego qui est toujours, et surtout quand il y a un ensemble de personnes qui te mettent en situation. Et puis c'est dangereux. Moi je sais que pour dormir tranquille, etc., je reste le plus solitaire possible. Je dis solidaire juste pour témoigner, et c'est tout. Et justement, à la limite, si tout d'un coup on me met en tant que maître, il faut que l'autre soit aussi le soit, qu'on soit tout de suite. Si à un moment donné je commence à sentir que je suis en train de le dépasser, ça veut dire que je ne me suis pas mis en relation directe avec lui. Je ne sais pas si... Il faut que ça soit, qu'à un moment, on soit toujours sur la même pulsation, sur la même équation. Sinon, autrement, il y a un problème de mesure. Ouais. Tu peux me poser la question sur le rappel de soi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que le rappel de soi pour toi? C'est quand tout d'un coup, j'entends des cloches qui sonnent. Et donc, du coup, ça me rappelle à moi. Le rappel de soi, je crois que c'est parce que c'est vrai que c'est tout ça, c'est parce que c'est dans le langage, des paroles, donc on met des mots, beaucoup de mots. Le rappel de soi, c'est qu'en fin de compte, il y a un moment donné, tu sens que justement, tu es toujours présent. Toujours. Tout le temps. C'est ça le rappel de soi. C'est-à-dire le fait que tu es toujours présent, ça te rappelle à toi. C'est un petit peu ce que je ressens. Je suis comme ça, et si je commence à me laisser partir, alors que il y a une chose qui est là beaucoup plus présente que vers quoi je suis parti, et j'espère que cette chose-là me rappelle, me fait revenir tout de suite, parce que ce qui se passe, c'est là, pas sur quelque chose qui... Et pour moi, le rappel de soi, c'est ça, c'est qu'au moment où je suis toujours, à chaque instant, à chaque pulsation, à chaque respiration, à chaque souffle, je suis toujours dans la lucidité de ce qui est en train de se vivre dans l'instant présent. Sinon c'est pour ça que tant qu'on se retrouve dans la situation de rappel de soi, c'est qu'on n'est pas... Parce que c'est un rappel. Il me rappelle alors... Il me rappelle. Il me dit, attends, qu'est-ce que tu... Donc à un moment donné, petit à petit... Donc ça doit devenir une technique. Alors c'est là que comment on appelle ça, celui qui va sonner la cloche, donc le maître, il va te rappeler, il va rappeler l'autre à lui-même. Donc quand il l'a dans sa tête, voilà, et à chaque fois il est là pour lui dire, oh, qu'est-ce que tu fais là? Attention. Et puis tout d'un coup, toi tu te remets en mouvement. Mais c'est un très beau mot, le rappel de soi. C'est un rappel. Qui dit rappel, ça veut dire qu'il y a appel, il y a elle. Ça veut dire que... Et David, est-ce que tu veux nous dire le rappel de soi pour toi? Si vous n'avez plus des questions. Mais en fait, je suis d'accord avec tous les deux. Tu peux nous parler de... Affirmation, négation, équilibration. Et donc quand Michel parlait justement du rappel de soi et de la présence, personnellement je pensais à maintenant et puis à des moments précis. Et un des moments où j'ai pu le plus vivre cela, c'est quelque chose que nous avons vécu ensemble d'ailleurs, avec quelques-uns ici présents, mais nous comme acteurs au centre, c'est notre action rituelle du midi-minuit.
Et j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont fait, avec leur regard, je pense à Pierre Guéry entre autres, qui m'a fait, je t'ai jamais senti aussi présent, aussi ancré. Mais je l'ai jamais été autant. Donc ça correspondait à l'expérience aussi. Sur une si longue durée. Parce qu'une chose, c'est l'être une minute, ce qui est déjà beaucoup parfois. 10 minutes, c'est énorme. Mais pendant 12 heures, je ne dis pas que les 12 heures étaient pleines de présence absolue, mais sur les 12 heures, il y a eu beaucoup de temps à être réellement présent. Et donc, voilà, le rappel de soi, c'est cela aussi. Et c'est une expérience, là en même temps, c'était public et tout à fait intime. Parce qu'il n'y a que toi qui sais si tu te mens, justement. Hein, le rappel de soi, c'est le contraire du mensonge à soi. Il n'y a que toi qui le sais. Tu peux vraiment bobiner tout le monde. Surtout si tu sais bien parler, tu peux... Nadia dit toujours, j'aime beaucoup parler. Mais de moins en moins, en fait. Et surtout, à quoi sert de parler quand il faut avoir des choses à dire. Et donc je me rappelle que ce jour-là, j'avais choisi quelques livres, vous vous rappelez, parce que je devais lire quelques livres. Ma mission, c'était de lire et de dire. Donc j'étais l'un des 3 diseurs. 10 minutes avant que ça commence, j'ai éliminé la moitié des livres que je prévoyais. Et pourtant, j'étais déjà allé à l'essentiel, hein, pour moi. Et là encore, et sur place, j'ai lu la moitié de cette moitié. Donc on peut toujours aller au plus loin, hein, dans cette recherche essentielle. Et c'est ce que j'essaye aussi dans l'écriture. Hein, mais l'essentiel, c'est... parce que moi, c'est pas une écriture, c'est un chant. Hein, comme ceux qui ont lu. Donc quand je dis qu'il faut savoir choisir son chant, c'est que c'est une recherche constante de ce chant. Et la recherche de ce chant, pour moi, ça c'est le rappel de moi. Quand il y a des périodes où je ne chante plus, je sais que je suis en train de nouveau de m'oublier. Et ça c'est triste. Et alors il est urgent de se rappeler de soi à ce moment-là. Et alors je chante de nouveau, à l'intérieur, comme maintenant. Bon, j'inverse la caméra 2 secondes. C'était moi. Voilà. Mario, tu as une question? Oui, la question. En fait, la guerre de Maroc. La guerre De Maroc. du Maroc. Il y a tout le temps de... Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Les enfants, ils n'ont pas de maison. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas de se laver, tout. De brosser les dents. Il perd ses parents, il est décédé. Moi j'ai entendu de l'information que les gens disent qu'ils vont réparer de la maison de Maroc. C'est tout quoi. Ils sont tristes. Les enfants écoutent. Mais ici, au Bruxelles, il n'y a pas ça. Des enfants de Maroc et tout. Ici, c'est calme ici. Il n'y a rien du tout ici. Merci.
Merci. Merci à toi. Merci. Tu as raison. C'est ce qui se passe actuellement. Quelqu'un d'autre? Tu veux parler? David, Farah, David, Valérie, Farah? On peut peut-être Gabriel. terminer la direct et discuter entre nous. Donc on va terminer le direct. Donc c'était On vous rappelle bientôt. Télé la boutique. Donc on va en profiter pour dire qu'on va reprendre un petit peu nos directs. Comme ça c'est une façon de... Et on va en faire quelques-uns, entre autres pour vous présenter les nouveautés qui viennent de sortir. Bientôt, et puis courant novembre sans doute, hein, parce qu'il y a un peu des vacances bientôt. Et merci à celles et ceux qui nous ont suivis. J'ai vu quelques noms. Et je vois un vieux nom qui apparaît là, Virginie Ola. Ciao, ciao, Virginie. Il y en a plein d'autres qu'on vérifiera plus tard, parce qu'on prend note de tout. Au revoir. Ciao. Merci.